Savoir sur l'actualité politique en Guinée-Conakry en 15 minutes, du sommet à la base, c'est dans votre émission Oroya Politique. Tous les jeudis, retrouvez Sarah Dikondi pour un quart d'heure dans nos débats politiques. 17h, 17h15, des personnalités de la classe politique guinéenne ainsi que les cadres du gouvernement actuel vous donneront de mieux apprécier le thermomètre de la politique locale. Oroya Politique, ensemble, relevant le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Aimables téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Oroya Politique, une émission qui vous aide à mieux comprendre l'essentiel de l'actualité sociopolitique guinéenne dans toutes ses formes. C'est tous les jeudis à partir de 17h sur notre chaîne YouTube et nos différentes plateformes numériques. Aujourd'hui, nous recevons pour vous comme invité l'honorable Fabara Kone, conseiller au CNT. Il est donc notre invité dans cette émission. Avec lui, vous aurez toutes les réponses liées à l'actualité sociopolitique guinéenne. Merci d'avoir choisi votre quotidien national Oroya et bienvenue dans votre émission Oroya Politique. Ensemble, relevant le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Honorable, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui suis honoré, je vous remercie. Je remercie le grand et historique journal Oroya. Merci. Alors, pour commencer, honorable, le débat d'orientation a été officiellement lancé ce lundi 15 mai 2023. Dites-nous, est-ce que ce débat va-t-il être profitable au peuple à cette phase cruciale de l'élaboration de la nouvelle constitution? Alors, est-ce que le débat d'orientation constitutionnelle qui est lancé va-t-il profiter aux populations? Écoutez, je vais commencer par dire que le plus important pour une loi, ce n'est pas la loi elle-même. C'est le processus de l'élaboration de la loi qui est plus important que la loi elle-même. Et le débat d'orientation constitutionnelle qui a été lancé le 15, comme vous avez dit, s'inscrit dans ce cadre-là. Et avant même de développer ma réponse, il faut rappeler que avant le lancement du débat d'orientation constitutionnelle, c'est-à-dire le débat d'orientation constitutionnelle même, s'inscrit dans la suite d'une première activité qu'on a menée. C'est-à-dire, c'est un processus, vous savez, pour la Constitution, c'est un processus. La première activité qu'on a menée, c'était l'organisation du symposium sur le constitutionnalisme. Vous savez, la Constitution, c'est tellement important qu'on ne se lève pas comme ça du jour au lendemain pour dire qu'on va l'écrire. Non, c'est tout un processus. Et il a commencé, ce processus-là a commencé par le symposium sur le constitutionnalisme en Guinée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on a organisé, le CNT a organisé un symposium où on a fait appel aux experts. Ça, c'était la première étape. Les experts nationaux, c'est les experts en matière de constitution, professeur Salifou Silla et d'autres, et puis des sociologues, des historiens, des intellectuels, des académiciens. Au niveau de la Guinée, au niveau du Sénégal, Babacar Kanté, qui est l'un des plus grands constitutionnalistes sur le continent, et puis même à l'étranger aussi, au Maghreb, en Europe. Pourquoi? C'était pour croiser le regard de tous ces spécialistes sur ce que c'est que la Constitution. Mais c'était basé sur l'histoire des constitutions dans notre pays. La Guinée a connu 5 constitutions jusqu'à date aujourd'hui. Donc, la première constitution, quels étaient les avantages et les inconvénients de cette constitution? La deuxième, la troisième, jusqu'à la dernière. Donc, toutes ces constitutions-là ont été revues, analysées par les experts, et nous, les conseillers, on était assis tranquillement pour les écouter. C'était déjà pour nous, pour alimenter notre réflexion et pour qu'on puisse tenir compte de tous ces aspects-là avant d'aller vers autre chose. C'est après ce symposium que maintenant on vient à la deuxième étape qui est le débat d'orientation constitutionnelle. Donc ce symposium-là nous a aidés. Les éléments qu'on a recueillis là-bas nous ont permis d'organiser, de planifier l'organisation du débat d'orientation constitutionnelle. Est-ce qu'il va être profitable aux populations? Oui, la question ne se pose pas. D'ailleurs, la démarche du débat d'orientation, un débat, c'est pour discuter, c'est une ouverture, c'est pour échanger. Mais là encore, pour cette deuxième étape-là, ce sont toutes les couches socio-professionnelles du pays, toutes les entités de notre pays qui vont passer devant les conseillers pour venir faire des propositions, faire des recommandations, expliquer leur vision de la Constitution.
pour dire voilà ce que nous souhaitons que la nouvelle constitution tienne compte. Vous voyez, c'est là l'idée du débat. C'est ça en réalité. Et là, après le lancement officiel, avec les membres du gouvernement, avec à la tête, c'était le Premier ministre, Bernard Goumou. Et vous avez vu que c'était le 16, on a commencé à recevoir les coalitions politiques. Donc on va avoir 2 à 3 jours où ce sont que les coalitions politiques qui viennent. Ils ont déjà reçu, ces coalitions-là, des thèmes de référence. C'est-à-dire, ils doivent nous dire ce qu'ils pensent de ce que le régime politique, par exemple, et puis sur l'unicité de l'État, qu'est-ce qu'ils souhaitent? Est-ce qu'ils pensent qu'il faut qu'on maintienne l'unicité de l'État? Ou est-ce qu'ils veulent, par exemple, qu'on devienne une monarchie ou qu'on devienne, un pays, un État islamique, ou ils veulent que ce soit un État démocratique? Alors, oui. Honorable, justement, oui. Cette nouvelle constitution qui sera élaborée, ne va-t-elle pas, à la longue, connaître des modifications après cette transition, comme l'a toujours été d'ailleurs le régime précédent? Oui, alors vous savez, ça il faut qu'on comprenne quelque chose. La Constitution est une chose, le comportement de nos hommes politiques face à nos textes est une autre chose. C'est pour ça que j'ai commencé par dire que le processus d'élaboration d'une loi est plus important que la loi elle-même. Pourquoi? C'est-à-dire, comme on a commencé avec le débat d'orientation constitutionnelle, toutes les représentations des organisations socio-professionnelles du pays vont venir donner leur idée. Donc, ça va être l'émanation en termes d'idées. Le texte va être, si on arrive à poursuivre comme on a commencé, ça va être l'émanation de toute la Guinée. Ce sera les Guinéens. C'est-à-dire que ce n'est pas 2 personnes qui se sont retranchées dans le bureau du président du CNT pour rédiger, pour dire non, c'est comme ça qu'on doit faire. Non, c'est les idées des Guinéens qu'on a ramenées. Et nous, en travaillant, on va s'inspirer de ça, on va s'appuyer sur ça pour faire. Donc ça va refléter ce que les Guinéens veulent. Est-ce qu'on va y arriver ou pas? Je ne sais pas. Mais la démarche dans laquelle on s'est inscrit, c'est cela. On veut faire en sorte que ce soit les aspirations des Guinéens qui se retrouvent dans ce texte-là. Et j'avais oublié de rappeler quelque chose. Quand on a été nommé par le président de la République à notre fonction, on est parti faire une concertation dans tout le pays. Vous comprenez? C'était pour aller recueillir les avis des Guinéens sur ce qu'ils pensent de la transition. Qu'est-ce qu'ils souhaitent que la transition nous apporte? Qu'est-ce qu'ils pensent qu'on doit changer? On a fait ce travail qui a duré 1 mois et on a ramené ces informations. Ça déjà, on a cette masse d'informations avec nous. Vous voyez, c'est pour ça que je dis que c'est le processus, comment on fait pour mettre en place, qui est important. Et donc, sous ces éléments-là, on pense que ça va refléter ce que les Guinéens veulent. Il va y avoir les journalistes, il va y avoir les artistes, déjà nous-mêmes on est composé de tout le monde. Le CNT, il y a tout le monde dedans. Vous voyez, donc en quelque sorte, pour dire, tout va dépendre maintenant, une fois, comment on va sortir de la transition, les lois qui vont être faites, pas que la Constitution seulement, après la Constitution, la loi électorale, toutes les autres lois, les lois organiques, etc. Si vous voulez, si on parvient à mener ça jusqu'à terme, à bout, en espérant que les malentendus et les incompréhensions avec les manifestations qu'on connaît ces quelques jours-là vont trouver solution. Une fois que tout ça va être fait, les gens qui vont être élus, des dispositions vont être prévues de manière à ce que quelqu'un ne peut pas se lever demain pour changer parce qu'il veut changer. D'accord. Alors, quels sont les composants de la nation appelés à participer à ce débat d'orientation? Là, déjà, je vous ai dit, on a les composants de la nation, les intellectuels, les académiciens, les chercheurs, on les a déjà eus lors du symposium. Ça, c'est des intellectuels qui parlent techniquement de ce que c'est que la Constitution, etc. Eux, ils sont déjà intervenus. Il va y avoir, je vous ai dit, les coalitions politiques ont commencé à être reçues. Ils ont commencé à nous faire leurs propositions. Donc ça, c'est les politiques. Il va y avoir les syndicats. Il va y avoir, comme je vous ai dit, les universitaires et donc toutes les composantes de la nation passent. Tous. Vous comprenez? Le patronat, donc le secteur privé, tous ces gens-là sont programmés. Et d'ailleurs, on a été obligé de reporter, de suspendre le débat pour aujourd'hui et demain parce que la demande est aujourd'hui très forte. Tout le monde veut proposer.
Oui, donc, et c'est pour nous, enfin, en tout cas personnellement, je ne parle pas au nom du CNT, je parle à mon propre nom, pour moi, c'est extrêmement important ce qu'on est en train de faire. La dernière constitution qu'on a eue, la constitution de 2020, personne ne sait qui l'a écrit. L'État l'a imposé. Et là, aujourd'hui, on sait qu'il y a un CNT qui doit écrire et que ce CNT a ouvert le débat à tout le monde. Au sein du CNT, il y a une commission loi où il y a des juristes, des gens qui sont bien outillés pour faire ce travail-là. Et ça se fait de façon très ouverte. Alors, honorable, quelles sont les mesures que vous comptez prendre pour y veiller contre toute éventuelle changement ou modification après cette transition? Oui, pour ne pas qu'il y ait modification de cette constitution, mais tout, c'est ce travail qu'on est en train de faire maintenant. C'est-à-dire qu'on consulte les gens et les gens disent, même les premières propositions qu'on a reçues, vous avez des gens qui ont proposé des dispositions qui sont de nature à verrouiller. Par exemple, un acteur politique qui a fait la proposition comme quoi si les gens s'accrochent au pouvoir ou ils veulent modifier la constitution pour rester au pouvoir, c'est parce qu'ils ne sont pas rassurés quand ils ne sont plus au pouvoir, est-ce qu'ils seront bien traités? Donc il y a quelqu'un, un citoyen qui a fait la proposition, il dit bon, il faut que dans la constitution, on prévoit le statut d'ancien chef d'État et que ces gens-là soient bien traités, bien encadrés et même protégés et que ça va faciliter. Donc c'est pour ça que je dis que le fait d'ouvrir le débat sur la question, le fait de permettre à tous les citoyens de contribuer va nous aider à avoir tous les éléments possibles. Donc il y a les questions des intangibilités, tout le monde est d'accord qu'on doit verrouiller. Si c'est un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois, donc ça veut dire que si tu as fini tes deux mandats, tu ne peux plus te représenter. Et par exemple, on a un précédent. En 2010, il y avait cette intangibilité. Mais pourquoi elle a été modifiée par l'ancien président? Parce que une fois que la Constitution a été écrite, on ne l'a pas adoptée par référendum. Et c'est ce que même l'ex-président Alpha Condé a évoqué. Donc c'est pour ça, cette fois-ci, une fois que la Constitution va finir, on va finir de l'élaborer et on va le soumettre au peuple par référendum. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font cette proposition pour vous mettre à l'aise. Des propositions sont faites dans le sens de faire quoi? De dire n'importe quel président qui viendrait, si quelqu'un veut modifier la Constitution, parce que la Constitution peut être modifiée. Le fait de modifier la Constitution n'est pas le problème, mais c'est pourquoi on modifie. Si on modifie pour se maintenir au pouvoir, c'est là où ça c'est pas bon. Mais la société évolue, il y a des choses qui peuvent changer, donc on peut modifier. Le plus important, c'est pas ça. Par exemple, je sais qu'on n'en est pas encore là, mais moi, par exemple, en tant que conseiller, je pense à une proposition qui serait, par exemple, de dire la personne qui modifie une constitution, si jamais on doit la modifier pour X ou Y raison, cette personne-là ne participe pas aux élections. Par exemple, si Fabara Koné est président, il dit ah attention, la société a changé pour tel problème, on va changer telle partie. Si moi je suis celui qui est président, qui veut changer, il ne participe pas. C'est comme quand le président Alpha Condé voulait changer. On prévoit, on dit ok, mais la loi dit celui qui change, lui ne participe pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, en fait, il y a des propositions intéressantes qui peuvent se faire dans ce sens en fait. Alors, que faut-il éviter pour tout ce qui peut être comme dérapage dans ce débat conduisant à la rédaction d'une nouvelle constitution? Bon, je pense que la question elle est pertinente. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que le travail d'élaboration soit perturbé ou qu'il y ait des problèmes? C'est le sens. C'est là où l'organisation du débat d'orientation constitutionnelle prend tout son sens. Aimants téléspectateurs, vous êtes toujours dans votre émission Orient Politique qui reçoit pour vous comme invité Honorable Fabara Koné, conseiller au CNT. Honorable, l'avant-dernière question, depuis votre arrivée au CNT, quels sont les projets que vous avez défendus pour l'émancipation de la culture guinéenne? Bon, écoutez, je pense que déjà, il faut dire, quand on vient au CNT ou n'importe quel parlement, on ne vient pas représenter notre corporation, on ne vient pas pour défendre les projets de notre corporation. On vient pour défendre les projets pour le pays. Voilà, c'est ce qu'on a fait d'une manière générale. On a voté des lois, on a voté aussi des résolutions d'une manière générale. Si vous voulez spécifiquement savoir pour le cas de la culture, principalement, on a défendu le budget 2023 du ministère de la Culture, puisqu'on a fait le budget de l'ensemble du pays. Mais avant de voter le budget national, on a reçu tous les ministères
par secteur et analyser. Je sais quand même que pour ce qui concerne la culture, il y a eu beaucoup de travail et heureusement, nos collègues conseillers ont été très sensibles à toutes les questions liées à la culture. Je sais par exemple que le budget de la culture n'a pas été réduit, alors qu'on a fait beaucoup de coupes dans le cadre de l'arbitrage sur le budget. Je suis mieux placé pour en parler parce que j'appartiens à la commission finance, donc tous les budgets passent dans notre commission. Donc le budget de la culture, on a tout fait pour le défendre, donc ça c'est quand même important. Ça veut dire que tous les projets auxquels le ministère de la Culture avait pensé, ils ont pu le faire, ils ont pu l'inscrire. Donc réaliser par exemple, c'est les projets de construction des centres, des villages artisanaux dans tout le pays, c'est l'organisation de pas mal de choses, c'est la création du fonds pour le cinéma, c'est la dotation du FODAC par le président de la République, le fonds pour le développement culturel, le FODAC, et donc voilà, et puis toutes les réformes, parce qu'on ne parle pas. Les constructions en dur, c'est ça que les gens voient. Mais pour arriver à ça, pour qu'un secteur fonctionne, il faut des réformes administratives. On avait des textes et des règlements qui datent de la Première République, qui n'étaient plus fonctionnels. Donc il faut les changer. Et ça, c'est un gros travail. Et puis, c'est toutes les réformes qui concernent le BGDA, extrêmement important. Vous savez, par exemple, que la loi sur la copie privée, maintenant, depuis 2 janvier 2023, pour le compte du ministère de la Culture, il y a eu un décret d'application sur la loi sur la copie privée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est smartphone, tablette, tout ce qui peut lire de la vidéo ou de la musique, quand on les importe, sur le cordon douanier, on prélève 5%, j'ai oublié le nombre de pourcentage, 5% ou 10%, automatiquement prélevé et c'est versé directement sur le compte du BGDA pour alimenter, pour que les droits d'auteur qu'on paye aux artistes puissent être relevés. C'est un travail qui est en cours, mais ça, pour moi, c'est extrêmement important. Donc, ça veut dire que depuis janvier, je ne sais pas combien est rentré, mais ça va être autour de milliards qui arrivent là-bas désormais. Parce que les smartphones et autres servent à lire les musiques des artistes, servent à voir les vidéos, les films des artistes. Donc, on les taxe directement au cordon douanier. Donc ça, c'est pour ne citer que quelques exemples, mais au-delà, il y a eu des lois importantes qu'on a votées. La loi sur les AAI, les autorités administratives indépendantes. Vous connaissez l'ARPT, qui est une autorité administrative indépendante qui fait de la régulation dans le secteur des postes et télécommunications. Ça, c'est un organisme, par exemple, qui existait, mais qui n'avait pas de tutelle normale. Normalement, eux, ils ne sont pas liés à l'État. Ils sont totalement indépendants. Et pour qu'il y ait ça, il faut une loi qui définisse comment ils doivent fonctionner. Et cette loi n'existait pas. Alors que l'ARPT racle des milliards et des milliards et des milliards tous les jours. On a voté une loi pour définir comment toutes ces institutions de ce genre doivent fonctionner. Ce n'est pas que l'ARPT, il y a des organisations, des autorités de régulation, par exemple dans la publicité comme l'OGP, etc. Et tous ces gens-là fonctionnaient un peu comme sans loi. Donc il y a eu ça, il y a la loi pour le secteur culturel, puisque vous avez posé sur la culture. On a voté, discuté, amendé, arrangé la loi sur l'artisanat, le code de l'artisanat guinéen. Donc il y a un code qu'on a revisé. Celui qui était là était très vieux, on l'a mis à jour. Ça a fait de plusieurs semaines de travail intense sur cette loi qui a été votée. Maintenant, comme je vous dis, il y a eu d'autres types de lois. Et pour la culture, et je vais terminer là-dessus, on a voté une résolution, c'est une première. On a voté une résolution ici au CNT, et cette résolution dit quoi? Toutes les plénières, le port des tenues de chez nous, des textiles guinéens est obligatoire. C'est ce que vous constatez. Ça ne vient pas au hasard. On a pensé que c'était important de donner un signal fort. D'abord, non seulement on soutient nos artisans directement, parce que l'argent qu'on nous donne ici, c'est avec ça qu'on paye ce tissu-là, mais on renvoie une image aussi à nos compatriotes. Donc ça, c'est symbolique, mais c'est important. Bien. Honorable, il ne me reste plus qu'à vous dire merci. Je vous remercie et merci à Oroya et à toute l'équipe. Et puis, encore une fois, un petit message, si vous me permettez, aux Guinéens pour dire que ce qu'on est en train de traverser, c'est des moments difficiles, mais c'est important qu'on puisse
comme on dit, mettre la balle à terre, parce que si jamais on ne se comprend pas et qu'un pays comme le Soudan et qu'on arrive au chaos, eh bien, c'est pour le malheur de nous tous et on ne le souhaite pas. Aimables téléspectateurs, merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve le jeudi prochain avec un autre invité. Mais d'ici là, continuez de vous abonner sur nos plateformes numériques et notre chaîne YouTube. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente soirée à travers le monde. Bonsoir.